Hello, ma'am. You said your husband was shot. Yes, How long ago? probably 10, 15 minutes ago, 10 minutes ago maybe. 10 minutes ago he was shot? Maybe 15. By whom? My son, who was nuts. But I didn't know he was this nuts. Lorsque la société est confrontée à un acte criminel, une enquête s'ensuit à la quête de la vérité. Dans cette démarche cruciale, le moindre détail, aussi insignifiant soit-il, doit être exploré. Chaque empreinte, chaque témoignage, chaque indice est une pièce essentielle du puzzle, susceptible de faire pencher la balance entre l'innocence et la culpabilité, entre la résolution de l'affaire et l'impasse. Dans l'affaire que je vais vous exposer aujourd'hui, le détail qui fera pencher la balance est une simple canette de Coca-Cola, un élément de l'investigation de prime abord sans aucun intérêt qui s'avérera être au bout du compte d'une importance capitale. Bonjour à tous, ici Morgiane. Découvrons aujourd'hui comment le meurtre d'un millionnaire par son fils a été résolu et en quoi cette fameuse canette de soda a largement influencé le verdict du jury lors du procès. Le 4 janvier 2015, dans l'appartement familial des Gilbert, situé à Beekman Place, un quartier huppé à Manhattan. Le matin, Thomas Gilbert Sr., 70 ans, envoie un message à son fils Thomas Gilbert Jr., qu'on appellera par son surnom Tommy pour ne pas le confondre avec son père. Dans ce SMS, il explique à son fils qu'il va réduire son allocation mensuelle, la faisant ainsi passer de 1000 $ par semaine à 300 ou 400 $ selon les sources. Effectivement, l'homme veut que son fils apprenne petit à petit à prendre son indépendance et à voler de ses propres ailes. Le père de famille part ensuite jouer 2 parties de tennis au River Club avant de revenir chez lui. Il s'installe confortablement dans sa chambre, allongé sur son lit devant la télévision pour regarder un match de football. Sa femme, Shelley, est installée devant son ordinateur et elle chatte avec des amis sur Internet. Vers 15h15, le fils du couple, Tommy, 30 ans, se rend à l'improviste au domicile de ses parents. Il prend l'ascenseur qui le mène au 8e étage de l'immeuble. Vêtu d'un sweatshirt à capuche et portant un sac de sport, il frappe à la porte. Il faut savoir que le jeune homme souffre de schizophrénie depuis une quinzaine d'années, ce qui rend ses relations avec ses parents un peu compliquées. Il est peu bavard et se confie rarement à eux. D'ailleurs, cela fait 5 mois qu'ils ne l'ont pas vu, alors en ouvrant la porte, la mère s'étonne de cette visite surprise. Ce jour-là, quand Tommy informe Shelley qu'il souhaiterait s'entretenir avec son père, c'est un moment tellement rare que celle-ci est heureuse de voir que leur fils fait un pas vers eux et qu'il veut discuter des affaires avec son paternel. Elle pense même que Tommy a réfléchi et qu'il vient peut-être annoncer à son père qu'il accepte de travailler dans l'entreprise familiale, une proposition qu'il avait jusque-là refusée catégoriquement. Avant d'aller voir Thomas, le fils demande à sa mère si sa petite sœur est là. Shelley répond par la négative. Claire est partie ce matin à la messe du dimanche et elle n'est pas rentrée depuis. Ensuite, Tommy demande si sa mère peut, lui, chercher un sandwich et une canette de soda. Il précise bien qu'il veut du Coca-Cola. Sa mère lui dit qu'elle va aller à la cuisine, lui préparer un sandwich. Mais le jeune homme insiste. Il veut que sa mère sorte lui acheter un sandwich et un Coca, et qu'elle attende 1 heure avant de rentrer pour qu'il ait le temps de discuter avec son père. Shelley n'a jamais de Coca-Cola en réserve au domicile, son fils le sait, mais il veut absolument un sandwich industriel et cette marque précise, Coca-Cola. Elle quitte donc l'appartement pour aller en chercher. Pendant ce temps, Tommy s'avance vers son père qui est dans sa chambre et sans un mot, il lui tire dessus presque à bout portant en prenant le soin de bien viser la tête. Le vieil homme s'écroule instantanément dans son lit. Tommy tente rapidement de maquiller son crime en suicide avant que sa mère ne rentre. Ainsi, il dispose le corps de son père par terre sur le dos et place dans sa main gauche l'arme du crime, un pistolet semi-automatique Glock calibre 40. Il fait de sorte à orienter l'arme de poing en direction de la poitrine de sa victime. Ensuite, ce tueur de sang-froid prend la fuite.
De son côté, sur le chemin pour aller au magasin, pour le sandwich et la boisson, Shelley a un très mauvais pressentiment. Elle est préoccupée, elle ne sait pas ce qu'elle a, mais elle sent que son instinct maternel lui dicte de rebrousser chemin immédiatement. En fait, elle a peur qu'une dispute éclate entre son mari et son fils. Elle sait que les relations sont un peu tendues, alors ni une ni deux, elle fait demi-tour. À son retour dans l'appartement, elle hésite à entrer. Elle se dit qu'elle s'inquiète peut-être pour rien du tout. Alors elle tend d'abord l'oreille contre la porte pour déceler d'éventuels éclats de voix, mais c'est le silence total. Entendre des cris, c'est inquiétant, mais trop de silence, c'est aussi inquiétant. Donc, intriguée, elle entre dans le domicile et constate que son fils n'est plus là. Elle se dirige vers la chambre, et là, la pauvre femme découvre son mari, inconscient. Au début, quand elle entre dans l'appartement, elle ne se rend pas compte que son mari a été victime d'un coup de feu. Elle pense que Tommy l'a frappé avant de partir. Mais ensuite, elle s'approche, rentre dans la chambre et elle remarque le pistolet, la blessure par balle, l'énorme flaque de sang entourant la tête de son époux et surtout des morceaux de cervelle disséminés tout autour. Et là, elle comprend que la situation est bien plus grave qu'elle ne le pensait. Il n'y a plus rien à faire pour sauver Thomas. Mettez-vous à la place de Shelley, elle est complètement paniquée. Réflexe, sans perdre de temps, elle appelle le 911. Hello, ma'am. You said your husband was shot. Yes. How long ago? Probably 10, 15 minutes ago, 10 minutes ago maybe. 10 minutes ago he was shot? Maybe 15. By whom? My son, who was nuts. But I didn't know he was this nuts. Si dans cette histoire, il n'est pas question de découvrir qui est le coupable, puisque on le connaît déjà, le plus dur reste à faire, puisque le tueur présumé a pris la fuite et les autorités se préparent à mener une chasse à l'homme. Il faut arrêter Tommy au plus vite. Il est mentalement instable, il vient de tuer son père, et qui sait s'il n'a pas prévu de faire d'autres victimes. Mais avant de poursuivre avec l'enquête pour essayer de comprendre les motivations de Tommy, nous allons d'abord nous intéresser à la dynamique qui régnait dans la famille Gilbert pour comprendre comment le fils, qui avait des problèmes mentaux, a pu en arriver là. Thomas Gilbert Sr. est né en 1945 au sein d'une famille riche. Intéressé par le monde de la finance, il étudie dans ce domaine à Princeton et Harvard, comme on peut le lire sur son compte LinkedIn qui est toujours actif malgré son décès. Il travaille en tant qu'investisseur à Wall Street et commence à se faire beaucoup d'argent. En 1981, il épouse Shelley Stevens Rea, qui travaille aussi dans la finance. Et ensemble, ils ont 2 enfants, Tommy, né en 1985, et Claire, la petite sœur. À la naissance des enfants, la mère met en pause sa carrière pour s'occuper d'eux. En 1994, les Gilbert achètent une maison de vacances dans la Georgica Association dans les Hamptons. Les Hamptons, si vous ne le savez pas, c'est un endroit très sélect à New York où il n'y a que des résidences secondaires de personnes ultra riches. En général, ils y passent une saison pour se ressourcer au calme, entourés de paysages magnifiques. De vastes espaces, un bord de mer magnifique et de grandes maisons luxueuses. La famille Gilbert a d'excellents souvenirs dans les Hamptons. Le père, la mère, 2 beaux enfants, sans oublier le chien, ils sont le portrait idéal de la famille parfaite. Malheureusement, comme pour tout un chacun, riche comme pauvre, vous allez le voir, la vie apporte son lot d'épreuves. En 2011, Thomas fonde la Wainscott Capital Partners Fund, une entreprise de gestion de fonds spéculatifs dans le domaine de la biotechnologie et de la santé qui possède plus de 200 millions d'actifs et qui lui fait gagner énormément d'argent. La famille s'enrichit de plus en plus, ils font partie du gratin new-yorkais où ils vivent dans un quartier très chic. La famille prospère et très respectée au sein de la haute société. À l'adolescence, le fils Tommy est un jeune homme sportif et actif. Il aime jouer au tennis, faire du surf et aussi aller en soirée pour faire la fête. Mais Tommy est aussi un jeune homme sérieux et très studieux. Il est très intelligent et son QI est estimé à 140. Fort en maths et maîtrisant parfaitement le chinois mandarin, il fait de brillantes études secondaires dans la Deerfield Academy, un pensionnat d'élite. Puis, il poursuit ses études à la prestigieuse université de Princeton dans le New Jersey pour marcher sur les pas de son père. Et là, les soucis commencent. C'est à cette époque universitaire que le jeune homme commence à présenter des troubles mentaux, caractérisés d'abord par des troubles obsessionnels compulsifs.
Ces TOC se manifestent chez lui par une phobie des germes et une peur viscérale d'être contaminé par des microbes. Le jeune homme fait aussi des épisodes de dépression. Avec le temps, son caractère change peu à peu. Il se renferme sur lui-même, n'interagit plus beaucoup avec son entourage, et durant ses années universitaires, il se met à consommer diverses substances illicites, des champignons hallucinogènes, ce qui aggrave son état de santé. Ces problèmes de santé mentale auraient par la suite évolué en schizophrénie. Cependant, Tommy refuse d'être hospitalisé en service de psychiatrie. Malgré tout, il parvient tant bien que mal à terminer ses études. Avec le temps, il se met à avoir quelques démêlés avec la justice. Par exemple, en 2013, il se bagarre violemment avec un ami, Peter Smith Jr., et lui casse le nez. Ce dernier demande une ordonnance restrictive à son encontre car il craint pour sa vie. Il aurait aussi provoqué en 2014 un incendie volontaire dans les Hamptons en lançant un cocktail Molotov toujours chez ce même ancien ami. Alors pour l'aider, ses parents prennent un avocat pour essayer de le faire interner de force, mais la démarche n'aboutit pas car le tribunal rejette leur demande. Il est vrai que quand on regarde Tommy, un grand blond d'1,90 m avec son apparence de fils parfait, coiffure impeccable, bien habillé, éloquent, charismatique, il ne reflète pas l'image inconsciente que l'on se fait d'une personne mentalement instable. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été interné de force, son apparence a quand même joué en sa faveur. Tommy reste donc sans traitement ni prise en charge médicale en dépit de tous les efforts déployés par ses parents pour l'aider au mieux. Le couple tente de pousser leur fils à se faire soigner, lui propose des séjours en hôpital psychiatrique mais il refuse, il ne veut pas en entendre parler. La situation est compliquée car comme on le sait, il est très difficile voire impossible de soigner efficacement quelqu'un qui n'a pas la volonté de se soigner. Et à cause de sa maladie, Tommy est incapable de garder un emploi. En dépit de son prestigieux diplôme, il n'arrive pas à se stabiliser professionnellement. À l'image de son père, il a envie de créer sa propre entreprise de fonds de spéculation, mais il échoue les examens d'entrée à Wall Street et se trouve donc contraint d'abandonner son projet. Il fait des petits boulots ça et là dans la restauration et donne des cours de surf, mais il n'est pas sérieux dans ses jobs et ne reste jamais longtemps en poste. Pas de travail stable est souvent synonyme de difficultés financières. Mais ce n'est pas le cas dans la famille Gilbert où l'argent n'a jamais été un problème. Tommy, né dans une famille, comme vous avez pu le constater, très privilégiée, est un enfant gâté. À l'âge adulte, il continue à être soutenu financièrement par ses parents qui lui paient chaque mois le loyer de son appartement situé dans le quartier branché de Chelsea à Manhattan. 2400 $ tout de même de loyer. Il lui paie aussi sa voiture, ses factures et lui verse la somme de 1000 $ par semaine. Lui paie aussi des voyages, finance ses diverses activités, comme une inscription au Maidstone Club, un club de golf. Tandis que certains disent au Gilbert que leur enfant est quand même pourri gâté, les parents de Tommy expliquent qu'en fait ils le gâtent autant dans un seul but thérapeutique. Qu'en lui permettant de faire beaucoup d'activités, de voir du monde, cela lui évite de sombrer, de s'isoler à cause de sa maladie. Sa mère explique d'ailleurs à son sujet. Si vous faisiez quelque chose qui le dérangeait vraiment, il disparaissait. Il disparaissait de toute façon. Vous n'auriez pas de nouvelles de lui pendant de longues périodes. Nous faisions donc tout ce que nous pouvions pour le garder dans notre orbite. Son entourage le décrit comme un homme psychotique, paranoïaque et sujet à des accès de colère et de violence. L'état de Tommy devient de plus en plus inquiétant. Maintenant qu'on a vraiment le contexte de la famille Gilbert et des troubles dont souffre Tommy, nous allons pouvoir poursuivre avec l'enquête. Dès le signalement de Shelley au 911, les policiers traquent le principal suspect. 6 heures après le crime, ils parviennent à retracer le téléphone de Tommy. Si les enquêteurs s'attendent à avoir affaire à un suspect insaisissable qui est parti en cavale pour tenter de passer la frontière avec le Canada frontalier, ils tombent des nues quand ils s'aperçoivent que Tommy est tout simplement chez lui, dans son appartement du quartier de Chelsea. Quand les autorités se présentent à sa porte, il leur ouvre dans une indifférence totale, leur indiquant qu'il est au téléphone avec son avocat. Donc finalement, cette traque n'a pas vraiment eu lieu. Dès le lendemain du meurtre, il est arrêté par la police départementale de New York, la NYPD. Tommy est inculpé pour le meurtre au 2e degré de son père. En attendant son procès, il est placé en détention provisoire à Rikers Island, à New York, qui est la 2e prison la plus grande des États-Unis.
Tout au long de l'investigation, plusieurs éléments troublants attirent l'attention des enquêteurs. Au sujet de l'arme du crime, un pistolet semi-automatique, les enquêteurs apprennent que Tommy l'a acheté illégalement quelques mois plus tôt sur Internet et aurait parcouru 965 km en direction de Clarksburg en Ohio pour le récupérer. Il ne pouvait pas se rendre chez un armurier classique pour acheter son arme, étant donné qu'en raison de son état de santé mentale, la loi lui interdit l'achat d'armes à feu. De plus, en analysant son historique internet, les investigateurs découvrent qu'il a visité des sites dédiés à la recherche de tueurs à gages. Ensuite, ils apprennent que Tommy a récemment fait estimer par un agent immobilier la maison de ses parents dans les Hamptons, évaluée à 11,5 millions de dollars. Or, il n'a jamais été question pour ses parents de vendre la maison. Alors, avait-il l'intention de revendre ce bien immobilier après un héritage imminent, suite au décès de son père par exemple? Pour en apprendre un peu plus sur la relation entre Tommy et son père, les policiers interrogent son cercle d'amis dont il est plus proche que sa famille. Tous sont unanimes quant au fait que Tommy nourrissait une grande rancœur envers son père, pour qui les efforts de son fils n'étaient jamais suffisants à ses yeux. Les enquêteurs interrogent aussi un de ses anciens amis. Il leur aurait confié que Tommy avait déjà tenté plusieurs fois de le tuer lorsqu'il vivait sous le même toit, car il était persuadé que son colocataire maltraitait son chien. Certainement une preuve de plus de l'état instable de Tommy. L'autopsie montre que le tueur a pressé l'arme contre la tempe de sa victime avant de tirer le coup de feu. Soyons clairs, dans les médias, Tommy est dépeint comme un gosse de riche, pourri gâté et fainéant, qui aurait assassiné son père de sang-froid pour qu'il ne lui coupe pas les vivres. Mais l'affaire est en réalité bien plus complexe du fait des antécédents médicaux de l'accusé. En vue du procès, Shelly est prête à tout pour éviter à son fils de finir le reste de ses jours en prison. Pour cela, elle dépense tout son argent pour lui offrir une défense efficace en embauchant les meilleurs avocats. Son but est que le tribunal déclare Tommy non responsable de ses actes en raison de ses soucis de santé et qu'il soit enfin placé en institution psychiatrique, chose que ses parents ont essayé déjà plusieurs fois de faire, mais sans succès. Face à elle se dresse le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, qui tient à ce que Tommy soit jugé pour son crime. Le psychiatre médico-légal, mandaté par l'accusation, va dans son sens en déclarant que malgré les antécédents psychiatriques du jeune homme, rien n'indique qu'il ne puisse pas être jugé. Finalement, après de longs débats entre l'accusation et la défense, la juge Melissa Jackson déclare Tommy apte à être jugé et mentalement capable de subir un procès. Après tant de suspense, le procès aura donc bien lieu. À l'ouverture de celui-ci, l'apparence de Tommy a beaucoup changé depuis son arrestation. L'homme qui était par le passé frais, bien habillé, aux allures de gentleman a désormais l'apparence d'une personne fragile, épuisée et à l'allure complètement débraillée. Au cours des audiences, le comportement de Tommy interpelle. Il se comporte bizarrement, interrompt les différents intervenants. Parfois, il s'adresse directement aux membres du jury et prend la parole comme ça, d'un coup, sans autorisation, et donne l'impression de ne même pas savoir où il est, ni pourquoi il est en procès. Il perturbe le procès au point qu'une fois, il a même été évacué hors du tribunal. Quoi qu'il en soit, le procès se poursuit et dure 5 longues semaines au cours desquelles, sans grande surprise, les avocats de la défense décident de défendre leur client en plaidant la folie. Pendant les faits, l'accusé n'aurait pas été conscient de la gravité de ses actes. Le procureur évoque qu'au contraire, Tommy était parfaitement lucide au moment du crime, puisqu'il aurait même été capable de préméditer son geste. Il a acheté l'arme de crime à l'avance, a même fait en sorte que sa mère ne soit pas présente dans l'appartement au moment du coup de feu. Coupable ou innocent, les membres du jury sont quand même partagés, ils peinent à se décider. Après de longues discussions et malgré des avis contradictoires d'un juré à l'autre au sujet de la responsabilité de Tommy dans ce parricide, il y a un élément qui finira par les mettre tous d'accord, la canette de Coca-Cola. Quand cet argument de l'accusation ressort au cours des débats du jury, les membres arrivent enfin à se mettre d'accord sur un verdict unanime et je vais vous expliquer pourquoi. Tommy savait pertinemment qu'il n'y avait jamais de Coca-Cola chez ses parents. Alors, en demandant à sa mère expressément
de lui en chercher, indirectement c'est comme s'il lui demandait de sortir de l'appartement pour aller en acheter et donc pour éviter qu'elle n'assiste à l'assassinat. Voilà d'ailleurs ce qu'a déclaré David Torres, un des membres du jury. Le Coca-Cola a été le moment pour beaucoup d'entre nous. C'était la conversation quand il a demandé à sa mère de sortir et de lui acheter un Coca-Cola et de revenir dans 1 heure. Il savait qu'il n'y en avait pas dans l'appartement. Et c'est donc à ce moment qu'il dit avoir déduit que Tommy savait bel et bien ce qu'il faisait et qu'il n'était pas donc dans un épisode de paranoïa. Une autre jurée, Julie Thierry Couvillion, a dit: savait-il que ce qu'il faisait était moralement mal? La canette de Coca-Cola répond à cela, parce qu'il savait qu'il devait faire sortir sa mère de l'appartement, et c'est la raison. Non, il ne voulait pas qu'elle fasse un sandwich, il voulait qu'elle sorte. Un autre juré, du nom de Kimi Lee, affirme: au début, je croyais qu'il n'était pas responsable à cause de sa maladie mentale. Mais après avoir lu tous les manuscrits, cela m'a frappé. Cette ligne sur le Coca-Cola a montré qu'il était conscient de ses actions à l'époque. Et ce qui surprend quand même, c'est que comme quoi ce n'est pas l'historique de recherche du tueur à gages ou l'achat d'une arme qui leur a en fait prouvé qu'il était responsable au moment des faits, mais c'est bien cette histoire de Coca-Cola finalement qui a fait pencher la balance en défaveur de Tommy. Ça veut dire que s'il n'y avait pas cet élément-là, peut-être que Tommy aurait été considéré comme non responsable de ses actes et aurait été interné en hôpital psychiatrique. Donc c'est vraiment ce petit élément qui s'est avéré être crucial. En juin 2019, Thomas Gilbert Jr., alias Tommy, est déclaré coupable du meurtre avec préméditation de son père. Le 27 septembre 2019, il est condamné à de la prison à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Devenu alors le détenu numéro 19A 3615, il est incarcéré à la prison du comté de Clinton, à Dannemora, dans l'État de New York. Après 30 ans derrière les barreaux, il pourra faire une demande de libération conditionnelle. Il est aussi déclaré coupable de possession d'armes criminelles. Malgré tout, en prison, Tommy essaie d'user de son temps libre de façon utile en rendant service à la société puisqu'il s'est inscrit au programme Big Brothers Big Sisters of America, un système de mentorat où le brillant étudiant déchu aide bénévolement des jeunes dans la poursuite de leurs études. Il pourra prétendre à une libération conditionnelle en 2044 à l'âge de 60 ans. Sa mère a fait appel de la décision du tribunal, donc l'affaire est loin d'être terminée. La schizophrénie se présente généralement à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, et c'est ce qui est arrivé à Tommy Gilbert. Un de ses amis proches déclarera aux journalistes: Tommy avait tout ce que vous pouviez demander, une éducation à la Ivy League, une maison dans les Hamptons, des adhésions à des clubs exclusifs, mais cela n'avait pas d'importance parce qu'il était malade mental. Je tiens toutefois à préciser qu'il ne faut pas faire du cas de Tommy une généralité. Tous les schizophrènes ne sont bien sûr pas des tueurs en puissance. Il y a des personnes schizophrènes qui sont soignées et qui arrivent à avoir une vie à peu près normale. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette affaire, sachez qu'il y a un livre qui a été écrit à ce sujet, intitulé Golden Boy, écrit par John Glatt. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que Tommy a eu la peine qu'il méritait, ou pensez-vous qu'il aurait dû plutôt être déclaré irresponsable de ses actes pour pouvoir recevoir les soins nécessaires ? Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. Nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle affaire. À bientôt.